l'heureux élu. Bienvenue, on va se le dire. C'est jeudi. C'est-tu toi, Varda, qui fait ce bruit-là? Oui, comme ça. C'est mon grand Ah, besoin t'as ton d'attention. éventail! Oui. Ça peut servir. Ça peut... Ah, mon Dieu, les beurs. Bravo! À la maison, les fins observateurs auront peut-être remarqué, là, je dis pas de qui je parle, mais il y a deux invités qui sont habillés presque pareil aujourd'hui. Et ça va même jusqu'à la chaussure. Oui. N'est-ce pas? Et voilà. Puis en passant, ben, vous l'avez peut-être vu toute la semaine, on a des enfants qui viennent en studio parce que ben, les gens qui travaillent sur l'émission, c'est la relâche et tout ça. Donc, on joint l'utile à l'agréable. Et là, ben, moi, je l'appelle Monsieur Émile. C'est Émile qui est ici aujourd'hui avec nous, qui est en studio. Puis il jasait avec Martin. Oui, on parlait... Grosse conversation sur les croustilles. Oui, exactement. J'ai parlé de ma passion pour les Ruffles All Dress et on a parlé de jeux vidéo. Une grosse discussion. OK, là, il mange des crottes de fromage, tu vois, en ce moment. Je le juge un peu, mais c'est correct. Ça se passe bien, Monsieur Émile? OK, d'accord. Il dit oui. Ce jeudi, on part la machine en prenant... Des nouvelles de Danny Turcotte, mesdames et messieurs, qui est encore en grand écart, hein, il faut le dire, entre deux climats. Est-ce qu'il revient de Thaïlande? Assis ici, j'ai l'impression d'être un étudiant en pause et mes parents n'avaient pas de gardien. Oui, c'est ça! Comment tu résumes ça en une semaine? Parce que, pas en une semaine, en une phrase. Un voyage c'est en toute une Thaïlande. aventure, là, quand même. Écoute, fabuleux, intéressant, sécuritaire, pas en moto-podcast, mais j'ai adoré le pays. C'est vraiment un pays où je vais retourner, c'est certain. Je suis tombé en amour avec le pays. Est-ce qu'il faisait très chaud? 36 degrés à Bangkok, il y a rêve. 4 jours. Et il y a 2 jours, j'étais en ski de fond à moins 17 au Mois Il y a une grosse différence. Le décalage climatique Ouais, est très c'est ça. difficile. D'où le grand écart. Mais il m'a comme énervé. À un moment donné, j'ai arrêté de le suivre, je pense. Parce que je suis plus capable des maudites photos qui font rêver pendant qu'on était les deux pieds dans la tempête. Flambette ou The War, c'est la nouvelle politique de certaines plages nudistes allemandes qui expulsent, écoutez ça, dorénavant les visiteurs, ceux qui refusent de se mettre tout nus. Ouais. On les expulse. Ouais. Pourquoi? Ben, moi, pour avoir essayé à plusieurs occasions les plages nudistes... Tu l'as fait? Ben oui, mais c'est pour un documentaire. Le monde est Ah à nu. oui, J'ai dû l'essayer. Ah ouais? Oui, Ouais, oui, c'est oui. ça, c'était ça pour Mais pour je peux plaisir. comprendre pourquoi les gens demandent à ce que les gens habillés partent. Parce que quand tu es nu et des gens arrivent, ça cache tout le bienfait psychologique que ça peut apporter. Parce que souvent, les gens vont essayer de s'approprier leur corps, de se mettre nu, de le vivre. Et quand tu es nu avec des gens nus, tu te rends compte que hey, c'est beaucoup moins difficile que tu pensais. Les gens te regardent dans les yeux, ça va bien. Mais là, si quelqu'un arrive habillé, on dirait que ça te rappelle que tu es nu. Ouais. Et là, dans l'article, c'est sûr qu'on entend que les gens prenaient des photos. Là, c'est toujours plus malaisant. Mais toi, quand tu l'as fait, donc c'était pour une série documentaire. Ouais. Est-ce que le reste de l'équipe aussi était nu? Tu n'avais pas le choix? Ou? La plus belle anecdote de tout ça, là, j'en parle dans mon show, c'est que moi, je n'étais pas supposé d'être nu, mais la deuxième journée, on est allé tourner dans un centre naturiste. Ils nous ont dit si on voulait avoir des images, il fallait que l'équipe technique aussi soit nue. Donc, réalisateur, caméraman, perchiste, là. OK? Et la plus belle anecdote de ça, et c'est 100% vrai, mon prof du secondaire de théâtre était là. Non! On l'a sur image, on fait une entrevue, on est tout nus. Allô, comment ça va? T'as grandi? Ben ouais. Grandi. Est-ce que tu ferais ça, Varda? Jamais. Ah non, Hey, je jamais. pensais que tu allais me dire oui. Non, 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 non. Je suis exhibitionniste, oui, mais chez moi, entre quatre murs. Mais aller m'exposer comme ça sur une plage puis me faire voir par... Malgré que me voir... J'aille pas ça. Non, mais je comprends, par contre, qu'on interdit l'accès aux gens qui sont vêtus. Ouais. Puis je pense aussi qu'en étant une personnalité publique, je me garderai aussi une petite gêne de... Oui. Ouais. Le feriez-vous? Ben, J'avoue que le côté, tu passes à la télé, puis après ça, on te voit en même temps ton prof. Tu vois, Ouais. on est connu au Québec, on n'est pas connu ailleurs. c'est ça. On est connu en Thaïlande, aucun problème. Est-ce que ça s'est fait? Ouais. Non, je ne l'ai pas fait, mais moi, je suis assez prude. Probablement que c'est notre côté nord-américain qui nous rend prude un peu. Mais je peux comprendre le plaisir parce que quand je suis seul à la maison, je me baigne nu parfois. Ben oui. Ça va un peu moins vite. C'est moins aérodynamique. Mais c'est vrai qu'il y a un petit quelque chose de... C'est comme la liberté totale de se Ah baigner oui. tout nu. Ouais. C'est Ouais, vrai, oui. T'es comme pas censé d'être en train de faire ça. Mais ça, je le fais, ça, par contre. Comme Oui. Dani, moi, je me baigne dans ma piscine nue. À Brossard. Oui, oui, Mais c'est le bon meilleur vivre. feeling aussi. Oui. Oui, mais- C'est un bon feeling. Il y a un juste milieu. Des fois, j'ai tellement rencontré de gens à travers le monde. Il y en a que c'est pour la liberté, se sentir bien dans leur corps, mais il y en a qui aiment ça juste être tout nu. Parce que quand tu as un casque de sécurité avec des lunettes puis une chaîne ça, mais tu es tout nu, tu peux te poser des C'est questions. pas en sécurité. Non, Non, là, exactement. non.
Mais la beauté là-dedans, c'est qu'il faut que les gens comprennent que la nudité, c'est personnel, mais c'est Ouais. pas Oui. mal. Exact. Fait que c'est important que les gens aussi voient des corps humains nus, parce que la seule vision de la nudité qu'on a, c'est sur les réseaux sociaux, puis c'est Oui. une seule version de la nudité. Donc, Effectivement. en Islande, les gens qui prennent leur douche dans les vestiaires, c'est obligatoire d'être nus. Ça a changé leur perception de leur corps, parce que les femmes voient des corps qui vieillissent, ça ressemble à quoi les hommes. C'est pertinent, c'est vraiment... C'est une bonne chose d'être nu, mais il faut mettre de la crème si on est... Il faut mettre bien de la crème. Un qu'on voudrait mettre dehors, mais pas flambette parce qu'on a du goût, c'est Donald Trump. Trump, à qui plusieurs ont diagnostiqué, ça fait des années qu'on lui diagnostique comme ça, des troubles mentaux, puis telles conditions et tout ça, mais pas selon Marie-Ève Coton. Selon toi, ce serait l'argent. Ben, en Donc, la richesse aurait eu une incidence sur son état psychique. ben, c'est que la nuance que j'ai apportée dans un post, c'est de dire, je trouve que la tâche aveugle qu'on a, c'est de ne pas parler de l'impact du pouvoir et de l'argent sur les personnes à long terme. Donc, c'est lui, Donald Trump et Elon Musk, c'est des gens qui baignent dans le privilège depuis qu'ils sont au berceau. C'est des fils de personnes très riches. C'est comme la royauté en Angleterre. là, on est Absolument. là-dedans. Exact. Et ça a un impact. Il y a une étude qui est super intéressante qui a été faite, qui prenait des gens, les faisait jouer ensemble au Monopoly. Il y en a un qui commençait avec beaucoup plus d'argent que l'autre. Et quand il passait go, il ramassait la moitié de l'argent. Et évidemment, il finissait par gagner, mais plus le temps va, plus il attribue la victoire à ses propres capacités et non pas aux avantages évidents qu'il a. Alors, et il n'y a pas d'empathie, ils vont être plus arrogants face aux perdants. Et ça montre un peu, je trouve, ce qu'on voit chez beaucoup de gens qui... fortunés. C'est pour ça que moi, sur un plan strictement psychologique, de voir les oligarchies actuellement, je me dis, c'est la pire chose qui peut arriver à l'humanité parce que je ne sais pas combien d'empathie ils avaient au départ, parce que le pouvoir peut aussi attirer des gens plus narcissiques, mais ce qui est clair, c'est que le pouvoir a aussi un impact, statistiquement, selon les recherches, de diminuer l'empathie. Oui. Donc, quand tu es rendu au top, tu n'en as plus beaucoup nécessairement. Alors, tu devrais en avoir beaucoup pour occuper ce poste-là. Ben, exactement. Ça devrait être des gens qui connaissent aussi la réalité, des gens qui vivent de paye en paye puis qui ont de la misère tu sais, eux autres, ils attribuent, ils sont très méritocrates aussi. Ils ont le discours comme de quoi, si tu as plus d'argent, c'est parce que tu as forcé plus fort. On a la ministre Duranceau ici qui tient le même discours, investissez en le genre. c'est complètement déconnecté, ça, de ce que la majorité de la population, c'est quoi sa réalité. Et toute la science montre que la méritocratie, ça ne tient pas. Les avantages systémiques déterminent énormément notre statut socio-économique. Donc, tu sais, là, on parle de beaucoup de sous quand même, là, si on prend le cas d'Elon Musk et de Donald Trump. Tu sais, nous, je pense qu'on gagne bien notre vie ici. Il y a Ariane qui était à l'émission récemment, tu étais venue faire un tour. Cocotte, en fait, si vous la suivez en ligne. Mais, puis tu nous disais bien gagner ta vie. Tu fais du contenu en ligne. Entre autres, tu te filmes en train de jouer à des jeux vidéo. Est-ce que tu sens que ça a changé quelque chose quand tu t'es mis à faire de l'argent? Au début, là, je gagne très bien ma vie, mais au début, j'avais vraiment la misère. On dirait que quand tu as le fame avec l'argent qui vient avec, on dirait qu'au début, j'avais commencé à avoir une petite tête enflée au début. Et là, ça m'a comme un peu éloignée de mes amis proches, de ma famille et tout. Ça s'est fait très jeune. Il y a ça aussi dans ton exact. Moi, c'était à 21 que ça Et à aujourd'hui, 21. tu as 40. Hein, Oui, 40 aujourd'hui. Au début, c'était dur. J'ai eu la tête enflée et tout. Donc là, je me suis comme éloignée de tout le monde. Mais là, avec le temps, après du recul, là, après, j'ai comme fait... Là, j'ai allumé, j'ai fait, OK, là, j'ai besoin de comme retourner à ma vie normale, comme être proche. J'ai comme allumé, il fallait pas qu'avec l'argent et le fame, que ça... fallait que je revienne sur terre un peu. Est-ce que de tes amis, est-ce qu'il y en a qui te l'ont même dit, qui t'ont dit, hey, oui, Ariane, je pense que tu es en train de changer? C'est là que j'ai comme allumé, j'ai fait, OK, là, j'ai besoin de revenir. Là, maintenant, je suis rendue comme moi, comme avant, la Ariane de 21 ans avant. Donc là, je suis rendue, j'ai plus la tête enflée comme j'avais au début. Mais ça a duré comme quelques mois. C'était pas pendant une année longue, donc c'est ça. Donc, À partir de combien d'argent on commence à changer? Oui, c'est ça. 500 000 environ. OK, quand même. Ouais, c'est ça. On se changerait. Oui. Mais vous n'êtes jamais posé cette question-là? Est-ce que je suis en train de changer? Est-ce que j'ai perdu des fois la notion avec... Est-ce qu'on change? La nuance, pour moi, c'est pas nous qui changeons, selon moi. Ouais. C'est la perception des gens qui change. Moi, par exemple, suite à mon passage à Big Brother, où est-ce que ma carrière a pris une certaine une renaissance,
j'ai des amis qui se sont éloignés en me disant « on ne te reconnaît pas ». Je dis « mais comment je suis la même, on se fréquente depuis 20, 25, 30 ans même. Mais leur perception d'eux avait littéralement changé du tout au tout. Pour eux, j'étais devenue inaccessible. Ils s'imaginaient peut-être que Oui. tu étais devenu. Et pourtant, non. Mais des Moi, fois, c'est dur. Des fois, tu ne le remarques pas que tu as changé. Oui. C'est quand que les autres te le disent que là, tu te reposes en question. Là, tu te poses des questions. Ah, est-ce que c'est quoi que j'ai fait de différent? Je comprends, mais Ariane, j'ai 3 fois ton âge, donc je peux te dire que j'ai 2 fois ton âge. Et ce sont des amis que je fréquentais, certaines d'entre elles, depuis 30 ans. OK, ouais, ça donc, qui faisait m'ont longtemps, connue là. au plus bas, qui m'ont vu, Oui. tu sais, qui ont Évoluer, vu tout, témoin de mon ascension. Donc, ça m'a fait beaucoup de peine. Ouais, je comprends. Ouais. Ouais. Moi, au contraire, ça m'a changé positivement. J'ai toujours été une personne un peu généreuse, mais là, avoir un peu plus d'argent, je pouvais gâter un peu plus mes amis, mes proches. Et ça a calmé beaucoup d'angoisse, d'anxiété. Notre métier, on ne sait jamais comment ça va aller. Est-ce qu'on va avoir un fonds de pension? Est-ce qu'on va avoir une retraite? Mais faire un peu plus de sous me calmer, me permis de profiter de la vie un peu plus. Puis moi, ça me... Ah, ça, c'est un bon côté positif. Ouais. au moins, Oui. ouais. Oui, quand même. Je m'en vais vers les ados, parce que, bon, on est en pleine semaine de relâche, on trouvait que c'était d'adon. Est-ce que vos ados, en fait, à la maison, passent trop de temps devant leur miroir? Là, si on se fait un texte de la BBC, ça se pourrait. Il y a une école anglaise qui a même décidé de retirer tous les miroirs de ses salles de bain parce que les élèves se rendaient à la salle de bain puis ils flânaient toute la journée. Ou en tout cas, ils flânaient là trop longtemps. Bonne idée ou pas? Moi, je trouve ça extraordinaire. Le mais- miroir, c'est off, c'est le téléphone maintenant, non? Ouais. Ah, il y a On ça, regarde oui, dans t'as le raison. téléphone, C'est vrai, Ah c'est oui, vrai. Mais il y a des écoles, par contre, qui n'ont pas de téléphone. Donc, ça dépend aussi. Oui. Ça, c'est Tu sûr veux te que... regarder dans les yeux des autres. Oui, Oh. ça, oui, par contre. Ah, oui, ça, c'est vrai. Moi, je ne comprends pas du tout cette idée. Je ne vois pas à quoi ça sert d'enlever les miroirs. Moi, je trouve ça une bonne idée parce qu'en fait, je vois pas l'utilité des miroirs, tu sais, dans le sens où c'est pas... tu sais, les gens peuvent se regarder dans le miroir avant de partir le matin, se mettre prêts comme ils veulent être, mais Une petite mise à jour dans le jour. Exact. Ouais, c'est vrai, ben, peut-être. je trouve que ça aide à justement se dégager un petit peu de l'image parce que la conformité auprès des pairs est très forte à l'adolescence. Donc, et les pressions d'image dans notre culture sont très élevées. Donc, je trouve qu'il y a possiblement des avantages à faire ça. En tout cas, il n'y a pas de coupure de droit fondamental parce que, je veux dire, tu vas retrouver ton miroir le soir. Là, Oui, quand c'est même ça, pas toi. contraignant, mais... C'est peut-être un peu utopique OK, on va enlever les miroirs, mais moi, j'aime le message que ça l'envoie parce que moi, je suis là-dedans en ce moment. Tu sais, un monde rêvé, il n'y aurait pas de miroir dans ma maison parce que je suis là-dedans à inculquer à mes enfants que c'est pas nécessaire d'accorder autant d'importance dans l'image que se projette aux autres. Moi, Liam, 8 ans, j'ai remarqué des fois, il dit des phrases assassines sur son estime personnelle en se regardant dans le miroir. C'est pas beau à mes cheveux, c'est pas beau à comparer de mon ami. J'aimerais savoir ses cheveux. Puis je fais comme, oh non. Puis veut pas, il voit son père, qu'on passe beaucoup de temps devant le miroir. Je me prépare avant d'aller faire un spectacle et tout ça. Puis je fais comme, oh non. Moi, au secondaire, je me souciais trop de ce que je pense, ce que je ressemblais. Je voulais être beau. Puis là, je commence à être plus à l'aise avec ça, mais je vois l'impact que ça a sur les jeunes. Puis là, tu parlais des écoles avec les cellulaires. Je pense que c'est pelleter des nuages, ça ne pourra jamais enlever. Il va y avoir d'autres Non, choses, c'est mais ça. ça soulève une problématique. C'est peut-être cool qu'on en parle. C'est le symbole qui est intéressant. Exact. Parce qu'à la maison, on n'a pas de... Ça a l'air bizarre comme ça. On n'a pas de pesée, là, de balance. On ne veut pas que les filles, elles se réflexent là. Fait que à chaque fois, on me demande combien tes filles pèsent. Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Mais on veut comme pas encourager ça. Puis c'est le symbole, en fait. Puis même les filles sont devenues fières de ça. Nous, on se pèse pas, on s'en fout. Tu sais, mais on est un peu là-dedans. Tu sais. Mais surtout, la génération d'aujourd'hui, je trouve que, là, avec tout ce qui est TikTok et tout par rapport aux réseaux sociaux, tout le monde se fixe énormément à l'apparence aujourd'hui. Donc, moi aussi, je suis d'accord que moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle qu'il ait enlevé les miroirs. Parce qu'aussi, on dirait que les jeunes d'aujourd'hui, c'est zéro comme les jeunes que j'étais quand j'étais jeune. Mais quand j'étais jeune, Attends. je ressemblais Quand zéro. tu dis quand tu étais jeune, on parle de quoi? Il y a 2 ans? Il y a 8 mois? C'était avant l'émission tantôt. Oui, c'est avant l'émission. Non, mais tu sais, quand j'avais 12 ans, les apparences de 12 ans aujourd'hui, on dirait qu'ils ont 20 ans. Tu sais, avec tout le maquillage, avec tout ce mélange-là, on dirait que là, maintenant, si t'es pas belle en tant que telle, on dirait qu'on te juge et tout. Donc, moi, on dirait que je trouve que là, c'est beaucoup fixé à l'apparence à la génération d'aujourd'hui au niveau des jeunes. Ça envoie un beau message, tu vois, finalement. Et je m'en vais ailleurs avant d'aller à la pause. La presse qui nous apprenait, c'était récemment là, qu'il y a de plus en plus d'Haïtiens qui frappent à la porte du Québec. Pourquoi on veut demander l'asile? Pourquoi il y a beaucoup d'Haïtiens comme ça? Parce que ça va très mal là-bas. Bon, alors, naturellement, je l'annonce à ceux qui ne sont pas au courant, j'en doute parce qu'on en parle partout. Haïti vit une crise extrêmement... Exactement, sans précédent, extrêmement sévère. Le pays est dirigé par des gangs qui sont extrêmement puissants et
sadique. Et ça, c'est depuis l'assassinat de Jovenel Moïse en 2021. Mais il faut aussi voir le bon côté de la chose par rapport à la communauté haïtienne, qui, depuis les années 60, sont arrivés au Québec. Moi, mes parents font partie de la première vague, arrivés dans les années 66. Une grande partie de la diaspora qui est ici. Exactement. Et bon, parmi eux, on retrouve ceux qui ont été exilés, ceux qui ont riposté au régime du valériste. Il y a aussi toute la classe aisés, que les parents avaient les moyens de les envoyer étudier ici. C'est le cas de ma mère, par exemple. Et puis, il y a aussi les intellectuels. Il y a beaucoup d'enseignants, de médecins, parce qu'il y a eu tellement de contributions importantes. Il ne faut pas le négliger. Puis, d'abord et avant tout, la langue. Haïti est un pays bilingue. Bon, depuis, en 1918, on disait que c'est un pays, la langue officielle, c'était le français, mais là, depuis 1987, on a finalement officialisé le créole. Mais la majorité des gens en Haïti parlent le français, donc déjà, ça facilite. Et puis, comme nous sommes nombreux ici, je pense que c'est, selon moi je suis née au Québec, mais c'est le meilleur endroit où la communauté haïtienne peut... Pour trouver refuge, parce que la République dominicaine, ça ne fonctionne pas. On n'est pas bien reçu. Ensuite, il y a le Brésil, il y a le Chili. Bon, les États-Unis, n'en parlons pas. Mais j'ai des amis, même des membres de ma famille, qui ont quitté Haïti malgré eux et qui, pour eux, c'est un drame énorme. Donc, juste le fait de quitter chez soi pour venir s'installer ailleurs, surtout lorsqu'on est rendu à l'âge adulte, c'est pas un enfant, ça va, parce qu'il y a le temps de s'adapter. Mais sinon, on fait quoi? Si on les accepte pas, on fait quoi? Ben, est-ce que c'est le genre de situation qui te préoccupe? Absolument. Parce qu'on parle vraiment d'un gros flux migratoire qui s'en vient, là. Oui, bien sûr, mais on l'a fait aussi. Mais, et là, c'est sûr, je vais prêcher pour ma paroisse parce que je suis d'origine haïtienne, mais on l'a vécu avec l'Ukraine, on l'a vécu avec d'autres pays. Alors, pourquoi pas nous? On est là depuis les années 50, 60. Puis avec tout ce qu'on a fait, toute notre c'est-à-dire que ce soit sur le plan économique, social, culturel, on est très, très, très impliqués. L'avenir d'Haïti est inquiétant. Qu'est-ce qui va arriver de ce pays-là si tous les gens le quittent en plus? Dani, je vais être très, très honnête avec vous. Moi, j'essaie d'en parler sans être émotive parce que ça vient énormément me chercher. Moi, j'avais comme rêve de vivre ma retraite en Haïti à tout le moins 6 mois par année. J'adore le Québec, je vais mourir ici, mais et j'ai l'impression que je n'ai plus d'identité. Et quand les gens me questionnent, je ne sais pas quoi dire. Je suis... Marda, comment tu vois? Même à très court terme, je ne sais pas quoi dire. C'est aussi que la communauté internationale essaie tant bien que mal de s'impliquer puis d'essayer de régler les choses là-bas, mais c'est tellement difficile. Mais ça, si tu me permets de te contredire là-dessus, je ne suis pas d'accord, mais essaie à quel point. Oui, c'est ce qu'on laisse paraître, en tout cas. C'est ce qu'on laisse paraître. On a essayé, non, il n'y a rien à faire. Oui, Haïti est un peu le pays est un peu laissé à lui-même. Mais moi, comme je suis une éternelle optimiste, et puis j'adore ce pays, j'espère. Puis oui, j'aimerais bien qu'on les accueille. Absolument. Ici. Mais je pense que c'est pas le seul peuple qu'on va accueillir, je pense, dans les prochaines années. Exact. Marie-Ève Cotton a lu pour nous le livre du père d'Alexandre Bissonnette. Rappelez-vous, le responsable de la tuerie à la Grande Mosquée de Québec. Elle nous fait son compte-rendu dans quelques minutes. Quand il n'y a pas de mots, qui a été écrit par le père du responsable de la tuerie à la Grande Mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette, a suscité beaucoup de discussions avant même sa parution, parce que c'est sorti hier. Avant d'aller vers Marie-Ève qui l'a lu, là, moi je l'ai survolé aussi, en tout cas j'ai des trucs à dire là-dessus, mais qu'est-ce que vous en pensez, ce genre de prise de parole-là? Parce que c'est très récent, c'est ça. Moi, je respecte ça, parce qu'avant, mon opinion était différente, mais en même temps, les parents d'Alexandre Bissonnette sont des victimes collatérales. Absolument. Et pas eux qui l'ont commis. Pas du tout. Et moi, je suis curieuse, ça m'intéresse de savoir comment ils ont vécu ça. À quel point ils se sont sentis rejetés, isolés, jugés surtout. Et il ne faut pas oublier aussi que alors, les profits de ce livre-là vont aller à une fondation, je pense que c'est celle de Jasmin Roy, si je me trompe. Ils ont le droit de parole. Ils ont le droit de parole parce que il ne faut pas oublier qu'ils dénoncent aussi les crimes commis par leur fils. Ils les condamnent, mais ils sont d'abord avant tout des parents. Oui. Moi, je suis ambivalent parce que ce côté-là, là, la douleur des parents, puis de vouloir exprimer leur émotion, le mettre sur papier, ça doit tellement faire du bien. Je le comprends. Le seul bémol que j'ai, c'est le projecteur qu'on braque sur Alexandre Bissonnette, le végétariat que ça l'amène pour ces personnes-là, parce que dans l'entrevue, tout le monde en parle, on l'entend qu'Alexandre avait des héros, que c'était des jeunes, qui s'étaient suicidés après des tueries de masse. Donc, quand on raconte l'histoire, puis je ne veux pas dire
qu'on tente de le rendre en martyr, mais quand on humanise des meurtriers, je trouve que c'est dangereux des fois. Mais de l'autre côté, je comprends que les parents, c'est intéressant que c'est peut-être, on n'a pas tout dit quand on a parlé de lui, puis ils veulent le dire, puis ils ont le droit de le dire. Donc, c'est... Ouais. C'est Mais un en point de même vue temps- qu'on n'a jamais entendu. Ouais. aussi, Ouais, c'est vrai, ça. Puis moi, le point de vue j'ai des tendance, normalement, j'éprouve pas tellement d'empathie. Bon, clairement pour ceux qui commettent les crimes, mais même pour leur entourage. Hein, je veux dire, moi, je vais donner un exemple. Guy Turcotte, ses parents habitent pas très loin de chez mes parents, donc Ah oui. oui, vraiment très proche même. Mais et je n'ai plus jamais regardé les parents de la même façon. Mais en même temps, avec le temps, je pense peut-être parce que j'ai des enfants, puis on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. J'espère que ça n'arrivera jamais, mais je commence à développer une certaine empathie pour des parents qui sont malheureusement dans cette situation-là. C'est le temps en même temps, c'est assez Oui. récent, cette tuerie-là. Oui. Tu sais, la mère de Marc Lépine, ça a pris 17 ans avant qu'elle prenne la parole. Tu sais, il y a ce côté-là aussi, je me dis, en même temps, eux, ils ont besoin de passer à autre chose, mais je me Oui. dis, est-ce que c'était trop rapide? Je ne sais pas. Est-ce que ça t'étonne, toi, que des parents aient ce besoin-là de prendre la parole puis d'expliquer les choses? Non, ça ne m'étonne pas. Je dirais il y a deux choses. Il y a le témoignage de souffrance, Ouais. tout ça qui peut très bien être compris parce que c'est effectivement pas de la faute des parents quand quelqu'un fait ça et c'est un drame dans leur vie aussi. Il y a une fiction, il faut qu'on parle de Kevin, qui est Ouais. magnifique. C'est un livre de Lionel Shriver, ça a fait un film. C'est ça, c'est une mère qui raconte son fils a fait une tuerie dans une école, c'est exceptionnel. Donc, le besoin de cette douleur-là, ce que vous amenez sur le point, c'est extrêmement pertinent parce que les tueries de masse, il y a une contagion sociale avec ça. Et tout ce qu'on médiatise autour de ça, c'est ce qui est recherché par les tueurs. Donc oui, on est quand même, par les entrevues et tout ça, dans une boucle de rétroaction positive. Ça ajoute des briques dans leur mythe. Tu sais, Oui. souvent un mythe qui se Oui, construit oui. autour des personnes. C'est ça qu'ils veulent, c'est la célébrité. Donc, Ouais. on fait pas, on reçoit pas tes parents à ton sujet, à tout le monde en parle si t'es pas une célébrité. Ça, faudrait qu'on commence vraiment à faire des réflexions éthiques vrai. là-dessus. Très vrai. Et puis, c'est pas le cas d'autres crimes. Là. Si on invite, par exemple, des parents de quelqu'un qui a commis un infanticide, c'est pas la même chose. Ouais. Dans le livre, par contre, j'ai trouvé le livre très malaisant en termes de... au début, c'est mentionné qu'on n'essaie pas de justifier l'acte et tout ça, mais après ça, c'est beaucoup dans ce sens-là. On parle d'intimidation de laquelle Oui. il a souffert quand il était C'est jeune. c'est correct de parler de l'intimidation parce que c'est un facteur de risque pour Oui. les tueries de masse et c'est un drame. Même s'il n'avait pas commis ce geste-là, un enfant intimidé, c'est un drame et qu'on parle socialement de ça, c'est une bonne chose. Qu'on le fasse autour de ça, c'est qu'il y a plus que ça. Il discrédite les témoins qui ont rapporté des faits. Ah, d'accord. qui OK, ben là, on est ailleurs. désavantageaient OK. son fils. Oui, d'accord. On sent une amertume face au système judiciaire. C'est complètement occulté le fait qu'il y ait justement, M. Bissonnette fait des recherches sur les tueurs de masse, sur des suprémacistes dans les semaines, les mois avant. Ouais. C'est complètement occulté. Est-ce que c'est par manque d'objectivité parce que ce sont les parents d'eux? Parce que moi, je n'ai pas encore lu le livre et là, j'ai comme moins envie. Oui, je Parce que vous si dirais que si vous voulez rentrer dans la complexité d'être un parent de tueur de masse, lisez « Il faut qu'on parle de Kevin ». D'accord. Là, vous allez avoir une complexité avec un parent qui est jugé, qui est stigmatisé, qui se sent coupable, mais qui est aussi aimant en même temps. Et puis aussi, toute la complexité de la relation parent-enfant, où il y a de l'ambivalence aussi. C'est pas, en tout cas, ça montre comment les relations parent-enfant, c'est pas lisse comme on voudrait que ce soit. Oui, dans cette histoire-là, d'ailleurs, la mère, dès la naissance du fils, elle dit, force est de constater, je l'aime pas. Il y a quelque chose qui me dérange chez mon fils et ça va finir par être un tueur. Mais c'est cette relation-là d'une mère qui n'est pas sûre d'aimer son fils parce qu'elle n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, ce qu'il dit et tout ça. Mais voyez le film, sinon, pour moi, c'est un des meilleurs films des 15 dernières années. Tilda Swinton, dans le rôle principal, elle est qui avait remporté plein de incroyable. prix à l'époque. On reste dans le thème de la famille, plus joyeux, quoique dans un registre complètement différent. La semaine dernière, il y a le Guardian qui a publié un article sur la pression. Ça, je peux comprendre. La pression que peuvent ressentir certains grands-parents quand on leur demande de l'aide avec les petits-enfants. Genre, pouvez-vous garder, pouvez-vous venir nous donner un coup de main? Est-ce que ça se passe dans ta famille? Moi, il n'y a pas de pression, mais on accepte toute l'aide qu'on nous donne. Je remercie d'ailleurs ma belle-mère, Joanne. Merci beaucoup de nous aider. Puis c'est comme un peu le chiffre magique. Moi, les enfants, techniquement, ils ont 4 grands-parents. S'il y en a juste un sur 4 qui aide, ça aide. C'est déjà ça. Mais il ne faut pas qu'il y ait de pression. Tu sais,
les grands-parents, leur job de parents a été fait. Ils sont pas obligés d'aider. Le reste, c'est de l'extra. C'est si ça. tu as envie d'aider, ça tombe bien, j'ai du linge à plier. Mais, mais rendu là, profite de la vie, puis il ne faut pas mettre de la pression sur les grands-parents. Si les gens mettent des pressions sur les grands-parents pour qu'ils ne priorisent pas leurs petits-enfants, j'espère qu'eux, à leur tour, ils vont prioriser ces grands-parents-là, qu'ils seront plus autonomes, puis ils vont s'en occuper. Oui, Fait que c'est t'as ça, raison. c'est le petit bémol que je Dans mettrais. Mais... l'article, il y a même une grand-mère qui dit qu'elle ne veut pas déménager proche de son fils parce qu'elle ne veut pas avoir la tâche de s'occuper Oh mon Dieu. Ah ouais. Mais toi, t'es grand-oncle. Moi, je suis grand. Ben, c'est un peu le même rapport. Ben, c'est ça. J'ai des nièces qui ont des enfants, puis c'est un rapport agréable, mais je ne vais pas les garder. Là. Je veux dire, j'ai pas cette pression-là, mais j'adore la relation que j'ai avec eux. Ça me tient proche aussi de la jeunesse et Oui. eux proche de la vieillesse. Puis c'est important que les générations se voient Absolument. et se parlent, Absolument, parce oui. qu'à un moment donné, les relations intergénérationnelles, ça vaut le coup, Ouais. parce que les plus jeunes vont voir la personne vieillir. Puis c'est souvent les premiers contacts avec la maladie, avec la mort. Ouais. Mais c'est Donc, toujours sensible quand même, cette affaire. Moi aussi, chez nous, ça se passe bien. Mais moi, je connais il y a des amis là, qui sont en froid avec leurs parents ou avec leurs beaux-parents parce que, justement, ils sentent qu'il n'y a pas assez d'aide. Cocotte, je ne sais pas comment ça s'est Non, passé. j'ai pas d'enfant, par contre. Non, mais avec tes grands-parents, Mais est-ce comment que ça tes se passait? Mais moi, je suis... Est-ce que tes grands-parents, ils sont très présents? Moi, oui, j'ai toujours eu des grands-parents très présents. J'y vois quand même très souvent. Ben, souvent, c'est des gros mots, mais tu sais, j'y vois minimum... quand j'étais jeune, surtout, c'est là que j'y voyais le plus. Mais tu sais, oui, ils me gardaient aussi à ce niveau-là, mais tu sais, c'était pas une obligation. Là. ouais. C'est pas une tâche qu'ils doivent absolument faire, non. Tu sais, c'est pas la même tâche qu'une mère avec son enfant. Là, c'est différent. Mais là, avec grands-parents, oui, il faut qu'ils soient dans ta vie pour voir la différence d'âge, tu sais, avoir une certaine relation avec ta famille. Moi, la famille, c'est très important pour moi. Et c'est ça, pour moi, tu peux être présent, mais tu sais, t'es pas obligé. Ah. Ça. Oh! Pas d'accord? Mais c'est pas que je suis d'accord ou pas d'accord. Moi, je viens d'une culture où ça prend un village pour élever Oui. un enfant. Déjà, au départ, je ne suis pas grand-mère. J'attends impatiemment. Je l'ai dit à mon fils. Ça J'ai dit à... niaise, là. Ben là, Il y a 30... il y a 31. Oh! Ah, Puis j'ai ok. dit, Come on! non, mais puis j'ai dit à sa blonde, j'ai dit, t'as vu le camp, tu sais. Je lui ai demandé que sa date d'ovulation, ça un peu... Au Bon. moins, il y a une blonde, il est normal. Oui, ben, il aurait pu avoir n'importe quoi, je l'aurais pris, même un chum, j'aurais tout pris. Mais ceci étant, moi, je suis très impatiente à devenir grand-mère. Mais que ce soit les enfants de ma sœur ou les miens, on ne demandait même pas. On prend les enfants, puis on les dépose devant chez ma mère, puis comme, emmenez-en. Et Alexis, à 31 ans, il est encore très, très proche de sa grand-mère. C'est extrêmement important pour nous. Ouais. Dans la famille, que ce soit les grandes tantes, les grands-oncles, tout le monde s'en mêle, tout le monde garde. Chez les Premières Nations, c'est la même chose. Exactement la même chose. Ça, Oui, ça va c'est de vrai. soi. Oui, les Ça va familles de soi. antillaises et africaines Souvent, aussi. souvent, Oui. la grand-mère, pas la grand-mère, les grands-parents Ouais. habitent dans la maison. Exact. Ils habitent plusieurs générations. Mais c'est là où je trouve que c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure, c'est que l'aide est bilatérale aussi. Mhm. Ils aident pour les enfants, mais les grands-parents ne sont pas placés en CHSLD. Ben voilà, Ouais, non. c'est exact. Nous, Donc, voilà. c'est vraiment une culture où c'est pas la famille nucléaire, c'est plus élargi, mais ça va dans tous les sens. Exact. C'est important, les grands-parents. Oui. Après la pause, on reçoit, j'ai bien hâte de lui jaser, une artiste paramédicale. Donc, elle tatoue des mamelons pour les femmes qui ont subi une mastectomie. Bon, si vous doutez encore de l'utilité du tatouage, écoutez bien, où est-ce qu'il suit Tamara je vais le dire comme il faut. Bala Sagnan, voilà. Merci, qui est tatoueuse paramédicale et qui aide ses clients et clientes aussi à retrouver une apparence naturelle. Oui, Bon, qu'est-ce que ça fait une tatoueuse paramédicale? ça tatoue, mais contrairement aux artistes tatoueurs qui font des tatouages traditionnels qui ressortent de la peau, Ouais. moi, mon travail, c'est vraiment de faire des tatouages pour que les gens ne les voient pas. C'est Pour- ça, il faut que Ouais. En fait, il ne faut pas Le remarquer but, ton travail. exactement, le but, c'est ça. Puis qu'est-ce que tu tatoues? Là, je parlais tout à l'heure, entre autres, les mamelons quand il y a une mastectomie. Oui, Qu'est-ce que ça peut exactement. être aussi? Dans le fond, je suis spécialisée à faire les mamelons, justement, des choses comme ça. Je fais du camouflage de incroyable. cicatrices. Ça a l'air réaliste. Mais est-ce que je me permets de vous Oui, demander, oui, oui. pour les peaux plus foncées, parce que Oui. par exemple, la peau noire ne cicatrise pas bien, Oui. puis j'imagine que, et puis c'est plus apparent aussi, Oui. est-ce que vous êtes en mesure de faire des résultats aussi beaux que... Honnêtement, Une peau caucasienne? la peau foncée a tendance à hyperpigmenter. C'est Effectivement. très possible, mais ça prend beaucoup plus de patience, ça prend beaucoup plus de TLC, de douceur. Oui. C'est possible d'avoir des résultats, mais parfois ça prend plus de séances. Et le temps entre chaque séance aussi, surtout pour le camouflage de cicatrices, Oui. elle est longue. Parce que, veut pas, il y a une hyperpigmentation post-inflammation qui va se Exact. créer.
Alors, C'est magnifique. c'est absolument Ah oui, possible. c'est Magnifique. Je m'en ferais faire un dans le front. Ben, tu ris, mais qui a été ton premier cobaye à l'époque? Mon papa. C'est son papa? Comment, C'est mon tu t'as père. testé? Comment on teste ça au début? Ma formation est... ça, c'est l'épaule de mon père. Donc, tu en as fait un sur l'épaule. Sur l'épaule? C'est dans le dos? Oui, c'est dans le dos de mon père. Voici son petite oreille. J'ai commencé mes formations durant le temps de COVID. Et pour 2 raisons, je ne voulais pas justement commencer le tatouage sur une poitrine d'une femme qui a eu le cancer du sein. Je trouve qu'elle... C'est pas une peau de cobaye que je voulais faire, mais et surtout, durant le temps de COVID aussi, c'était difficile de trouver des personnes à tatouer. Et mon père... D'ailleurs, un papa super traditionnel, d'origine arménienne. Et Il a 77 ans. J'adore. Vraiment, comme le premier tatouage que j'avais eu quand j'avais 14 ans, il l'a vu, il était comme, mais pourquoi? Et il a offert que je fasse ça. OK, je suis curieux. Est-ce qu'il l'a couvert en ce moment? OK, alors, oui, éventuellement. Au début, il m'avait dit, honnêtement, ça va, tu peux le garder, qui va le voir? Et finalement, on l'a couvert avec cette photo-là. Ça, c'est moi et mon père quand j'avais peut-être 2 ou 3 ans à Varadero, Cuba. Podcast sa moto. Regarde. J'ai fini par le couvrir comme ça. Il y a un mamelon sous l'aisselle. Mais comment on c'est décide les de roues. devenir tatoueuse paramédicale? Moi, je savais même pas que ça existait. C'est un Moi truc non très plus. niché. C'est ça? En fait, moi, j'ai un parcours différent, intéressant. Je suis aussi une allothérapeute. Je travaille en salle de chirurgie présentement. J'étais au travail hier. Et c'est à cause de cet emploi-là que j'ai découvert le tatouage paramédical. Et avant de devenir une allo, j'ai aussi étudié en beaux-arts. Alors, dans le fond, les 2 mondes viennent me rechercher maintenant. magnifique. Wow. Oui, je suis vraiment comme Je black. suis fascinée. Je suis fascinée parce que C'est incroyable. vraiment, Merci, bravo. merci. Tu sais, il y a une photo qu'on a mis dans notre mur. Qu'est-ce que c'est? C'est une charte de couleur? Oui, À j'ai amené quoi ma ça petite sert? carte de couleur. En fait, le tatouage paramédical, surtout le tatouage des aréoles, ça prend des couleurs qui sont un peu plus vraisemblables aux couleurs, aux teintes naturelles de la peau. Et pour des tatouages traditionnels, on ne retrouve pas souvent ça. C'est beaucoup de rouge, comme des couleurs beaucoup plus vibrantes et moins neutres. Il y a une artiste tatoueuse qui a eu le cancer du... en fait, elle avait la génétique BRCA1 et elle s'est fait enlever les seins. Elle a eu une double mastectomie. Quand c'était son moment pour se faire retatouer, au début, elle avait confiance que tout allait bien aller, mais elle a remarqué que le travail, malheureusement, était pas réussi. Ouais. Et c'est elle qui a développé une palette de couleurs, justement, pour les personnes qui ont eu le cancer du sein. C'est la photo que je tiens là-bas. Imagine que le verre ne sert pas souvent. Non, le verre. Oui, sérieusement, je mets ça tout le temps dans mon studio sur le mur et je me fais poser cette question tout le temps. Le verre, c'est vrai que je l'utilise très rarement. Je peux l'utiliser pour tes tatouages de phalloplastie pour recréer comme un... Les veines? Oui, exactement. Je connais ça, ouais. Oui, et Bien, c'est ça. Je suis un peu curieux parce que Oui. là, tu dis, bon, mamelon, là, tu parlais des cicatrices Oui, que tu oui. peux camoufler. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? je fais toutes sortes de cicatrices, que ce soit des cicatrices d'abdominoplastie, de redrapage mammaire, de réduction mammaire, de facelift, comme toutes cicatrices qui peuvent déranger les personnes peuvent potentiellement être des candidates à travailler. Je fais aussi des tatouages de phalloplastie. Ça, Alors, c'est pour donc quelqu'un qui aurait eu une opération. c'est pour une personne transgenre C'est qui ça. devient de femme à homme. Dans le fond, quand ils se font opérer, au début, quand le pénis, le phallus est créé, souvent ils prennent la peau de l'avant-bras. Et comme vous voyez, mon avant-bras, ma peau est très pâle. Et surtout, quand elle est recousue, elle devient encore plus pâle. Elle manque énormément de texture. Alors, la shape est là, la forme est là, mais il n'y a pas de couleur dessus. Alors, je suis là pour vraiment repigmenter. C'est comme un bronzage permanent. Oui, quelque part. exactement, avec plus d'ombrage aussi, avec des petites veines, des capillaires, des veines. D'où le vert, déveillées. Barbara. Mais les bienfaits doivent être immenses pour les patients. Exact. Oui, ils se transforment leur L'estime. Oui. Tu dois changer des vies, là. Merci. Je remarque ça. Honnêtement, je suis tout le temps humblée, mais oui, je pense que ça aide beaucoup les gens. Un travail hors norme. Oui, Vraiment. mais nécessaire. Tu dois être très en Nécessaire. demande parce que je pense pas qu'il existe beaucoup de tatoueurs paramédicaux. Je commence de plus en plus. Non, ça n'existe pas vraiment. L'affaire, c'est que, comme tout à l'heure, les deux, on a dit,
les gens ne savent pas que ça existe. C'est ça. C'est plus ça. Peut-être après, ça, les gens vont savoir que ça existe de plus en plus. Alors, ceux qui savent sont capables de me trouver. Par contre, j'essaie de vraiment m'assurer que L'effet les personnes... 3D. C'est incroyable. Comment on fait ça, incroyable. un effet 3D comme ça? Incroyable. C'est ça qui est Est-ce que c'est long? impressionnant. Est-ce que c'est beaucoup de travail? Ou, Ça prend quelques heures, ça dépend. La partie qui est encore plus compliquée, c'est plutôt la peau cicatrisée. C'est super Ah difficile oui. de tatouer la peau cicatrisée. à cause de la texture, j'imagine. Oui, oui, oui. Elle réagit pas comme une peau saine, honnêtement. Merci, Bravo. Tamara. Ouais, bravo. Bravo. C'est fascinant. Ouais, Ah oui. Après la pause, on vous explique comment les stations de ski créent de la neige tout en restant éco-responsables. J'ai été très bien accueilli. J'avais fucké mon travail avec mes patients, là, Playboy. Meurtre qui est survenu, et c'est là que ça nous intéresse, alors que Jolicoeur était en psychose. Est-ce qu'on a raison? On sent que ça arrive souvent au cinéma, entre autres en littérature, associer psychose et meurtre. Oui, c'est vraiment surreprésenté par rapport Ouais. à ce que c'est dans la réalité, parce que occasionnellement, une psychose peut conduire au meurtre, mais c'est vraiment... C'est rarissime. C'est rarissime. C'est vraiment pas la majorité des homicides qui sont dus à la psychose. Les tueries de masse non plus. Mais c'est de plus en plus, je dirais, associé dans les médias, pas juste dans la fiction, dans les médias Et c'est le seul trouble mental pour lequel la stigmatisation ne s'améliore pas avec le temps. Ouais. Au contraire, elle se détériore. C'est-à-dire que si on regarde par rapport à 1950, aujourd'hui, dans la population, on a 2,5 fois plus de chances de trouver que les gens qui font des psychoses sont dangereux qu'à l'époque. Donc, c'est une des sources de cette stigmatisation-là. Mais est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est? J'ai l'impression qu'on... Tu sais, c'est un mot valise. Ah, il doit être en psychose. On en fait une psychose. On l'utilise beaucoup. Oui. Mais c'est quoi une psychose? Une psychose, c'est une perte de contact avec la réalité qui se manifeste essentiellement, il y a comme 3 symptômes cardinaux. Soit il y a des hallucinations. La plupart du temps, c'est auditif, donc les gens entendent des voix ou des bruits. Ça peut être visuel aussi des fois ou tactile. Il y a des idées délirantes, c'est-à-dire des idées qui sont en dehors de la réalité, mais qui ne sont pas une voix qu'on a entendue. Juste le feeling, sentir « Ah, je suis un roi, j'ai l'intuition, je suis un roi ». C'est un délire, mais ce n'est pas une hallucination. Mais c'est une pensée qui est pas rationnelle, qui n'est pas réelle. Et le troisième symptôme, c'est de la désorganisation. Ça arrive chez certains psychotiques, pas chez tous, mais où, par exemple, ils veulent construire une phrase ou une idée, puis ça saute d'une idée à l'autre, puis tu comprends même pas vraiment ce qu'ils veulent dire. Donc ça, c'est les 3 symptômes cardinaux d'une psychose. Et oui, le terme est galvaudé, tout à fait. Ouais. Tu voulais dire quelque chose, Varda? Oui, mais moi, je me reconnais parce que avec le trouble bipolaire, les psychoses lors de la phase manie, c'est fréquent, malheureusement. Oui. Mais je suis tout à fait d'accord avec Marie-Ève. Moi aussi, j'en ai marre, je le dis toujours, la maladie mentale, qu'est-ce qu'elle a le dos large? Parce que être en psychose ne veut pas dire du tout, même nécessairement, qu'on va commettre des crimes. Moi, jamais de toute ma vie, et j'en ai fait des psychoses, que j'ai eu l'idée même la pensée de vouloir commettre un crime. Ouais. Pour moi, il n'y a aucune association. C'est trop facile de faire une association. C'est trop facile. Comme on me disait, c'est un terme qui est galvaudé. Trop. Oui, clairement, oui. Est-ce qu'on peut faire une psychose et ne pas, là tu parlais des 4 points, de ne pas entendre de voix, par exemple? On dirait que c'est souvent ça. Oui, moi, j'en entends pas de voix quand je fais des psychoses. Non, moi, c'est plus des idées de grandeur. J'ai l'impression d'être une reine puis qu'il n'y a rien à mon... Mais tu es une reine. C'est ça, oui. Merci, Dani. Merci. Mais les idées de grandeur, l'impression d'être au sommet bon. Mais perdre contact avec la réalité aussi. Moi, j'ai pas d'hallucination non plus. J'entends pas des voix. Mais c'est vraiment je sens, je le sais, là. Fait que ça peut prendre plusieurs formes. Oui. Complètement. Ouais. Comment on traite ça, une psychose? C'est essentiellement un traitement médical, un traitement médicamenteux qui est donné. Donc, c'est des antipsychotiques qui vont jouer au niveau des récepteurs sur la dopamine, sur la sérotonine aussi pour les nouveaux. Ouais. Et c'est ça le traitement. En aigu, on va donner un traitement, souvent on va avoir besoin de doses plus élevées. Après ça, en prévention, ça peut être une dose plus réduite. Exact. Il faut fermer le robinet de la sérotonine, qui est trop... C'est ça. La dopamine est le neurotransmetteur le plus impliqué en tout cas le plus sollicité pour la psychose, mais les nouveaux antipsychotiques agissent, eux,
à la fois sur la dopamine et la sérotonine comparée aux vieux. Oui. C'est compliqué aussi les neurotransmetteurs parce qu'un influence l'autre et tout ça. Mais, Mon père était bipolaire, OK. donc j'ai connu de près c'est quoi une psychose. Je Ah l'ai oui, hein? vu en faire une dans sa vie. Puis c'était vraiment, pour les proches, c'est difficile parce qu'on ne sait pas comment ça agir, dure, on ne sait pas où appeler, Oui. on ne sait pas dans quel bras se jeter parce que là, on ne connaît rien. Mon père était devenu une autre personne totalement. C'est ça, j'allais dire. Il comment disait ça qu'il était en contact avec Dieu. Je déjeunais Ah avec ouais. lui, puis là, il disait, Ah si tu as ouais. besoin de quelque chose, parle-moi-en. J'y parle, moi, tu sais. J'étais là, OK, ça va bien. Mais à un moment donné, il avait atteint comme une limite parce qu'il marchait dans la nuit, il allait se promener dans la ville. Il avait la mission de sauver les jeunes du Québec. Fait que c'est quelque chose. Puis à un moment donné, il m'a réveillé dans la nuit, puis là, on a décidé de faire quelque chose parce que là, il était rendu à la limite de ce qu'on pouvait supporter. Fait qu'on l'a forcé à aller voir un médecin. Là, il a été examiné et il a été soigné à ce moment-là. Mais c'est dur pour l'entourage, ça. C'est Dur, l'inquiétude dit. qui vient avec Ouais. tout ça. C'est extrêmement éprouvant pour l'entourage qui est complètement déstabilisé, Ben oui. désemparé, comme l'a dit Dani. Bon, maintenant, avec les années, les gens ont plus de ressources, on en parle de plus en plus. C'est beaucoup plus... on déstigmatise les troubles de santé mentale, mais je peux m'imaginer à l'époque de ton père... ça Ben, on ne devait- sait pas quoi lui dire. Moi, j'avais appelé un organisme, il m'avait dit, dites-lui que vous êtes inquiet de lui. Moi, je disais, papa, je suis inquiet de Ah toi. oui. Mais lui, il s'en En psychose. foutait. Ben oui, Il s'en exactement. foutait complètement, Ben oui. mais c'est... Mais c'est vraiment plate qu'au niveau de la télé, pourquoi qu'ils associent tout le temps la psychose au meurtre? Parce que Là, ça c'est va. C'est plein d'exemples, Ben oui. mais il n'y a pas de meurtre Dans là-dedans, une tu sais. fiction, c'est plus rentable. C'est plus Mais c'est rentable. ça, exact. mais... Contrôle. Oui, oui. Mais ouais. Ça Et le beau dans l'histoire, c'est que exotise. mon père a été soigné, il a pris sa médication, puis il n'a jamais refait de Ah, psychose. bon. Voilà. Ah, bon, Donc, ça voilà. se traite. C'est ça. Bien sûr, Tu sais, oui, puis oui. on peut même pousser plus loin. Dans Stat, il y a aussi Samuel Auclair, qui est un autre personnage, qui, lui, il fait semblant d'avoir une psychose, puis c'est pour berner son psychiatre. Est-ce qu'on peut vraiment berner un psychiatre? Oui. En faisant... Ah oui, on peut Oui. faire semblant? C'est sûr que la psychose, je dirais que c'est probablement la pathologie la plus difficile à mimer, parce qu'il y a quand même des signes subtils que nous, on va voir au niveau de l'affect, au niveau de la... Mais il n'y a rien d'impossible, dans le sens où il n'y a personne qui est invincible. Donc, les psychiatres, on n'est pas invincible, donc on peut en rater. Je vous dirais que c'est probablement dans la pathologie qu'on en rate le moins, parce que c'est vraiment pas facile imiter. à imiter. Mais c'est sûr que quelqu'un qui en aurait, par exemple, vu beaucoup, ou C'est- côtoyé des gens, que j'allais ben là, dire, ça oui. peut être, ou qui est médecin lui-même, Ouais. parce qu'il connaît ça professionnellement. Ils peuvent être plus habiles, bien sûr, mais je dirais qu'on voit de la stimulation, des Ben fois, oui. on peut le voir aussi. Mais Mais les pense cas que- sont rares, ça. Oui, Je suis c'est d'accord ça. avec- oui. Mais moi, je tiens juste à dire que moi, de base, une psychose, j'ai toujours vu ça associé à un meurtre. Je savais pas qu'il y avait d'autres aspects. Mais je pense que c'est à cause de la fiction, effectivement. Mais je pense que c'est un ressort dramatique qui est un peu pas facile, mais Exact. tu comprends, c'est... Il est surutilisé. Pourquoi il n'y a pas de l'imagination pour d'autres choses que ça? C'est ça un petit peu Mais la moi, c'est le question. fun de voir d'autres aspects, d'autres Exactement. sortes. Oh, ça, c'est Ça le nous fun, a au fait moins. plaisir, ma belle. Ben, merci. Après la pause, tu vas être contente, Varda. Le moment préféré de l'année. Pas la de cabane à Varda. sucre, la cabane! Tu tripes vraiment, Ah, Écoute, c'est ma... regarde. Obtenez un soulagement du coût de la... J'avais envie de te parler. La sentez-vous? L'excitation dans l'air? Ah c'est parce que oui, c'est le ça moment de l'année préféré de Varda Étienne. Et c'est le temps des sucres. Mais là, Marielle, dans la pause, dit, ah, t'aimes ça un peu? Non, non, non. Toi, c'est Un une peu, tu passion. dis, je suis obsédée avec la cabane à sucre. Ah ouais? J'y vais entre 10 et 12 fois par saison. Ah, ouais, J'y vais c'est seule, dingue. accompagnée le matin, le soir. Je collationne, je soupe, je dîne, je déjeune. Oh, ah, voilà. Vous savez qu'on Regardez. pourrait t'entailler, puis on aurait du sirop. Complètement. Mais ça, c'est un petit chapeau, mais bon, c'est pas important. Diva, Ah, ça, la c'est- OK, mais cabane. tu tripes vraiment. Ah Mais oui, oui, ça oui, vient oui. d'où, cet amour-là pour Ça la cabane? vient depuis ma tendre enfance. J'avais 4 ans. C'est la première fois qu'on m'a amenée à la cabane à sucre. Je suis... Ouais, moi aussi, j'ai faim, là. Et voilà. Et c'est dans notre ADN aussi. C'est hein. Je veux compl- dire, c'est le sirop Ben oui, d'érable, ça absolument. fait partie de notre culture. Vous savez, on parle de la feuille d'érable sur le drapeau canadien. Moi, ça me déçoit beaucoup. Parce que je demeure convaincue à ce jour qu'on devrait avoir la feuille d'érable, une canne de sirop et puis une assiette avec Et la omelette. face de Gilles Vigneault. Exactement. Mais et les gens vont dire, ouais, mais ça contient beaucoup de sucre. Moi, j'ai une bonne nouvelle. Oui, j'ai une bonne nouvelle. Parce que l'eau d'érable
contient beaucoup, beaucoup d'antioxydants. Oui. Dans les dents, le guide alimentaire canadien. Oui, oui, absolument. Et ma nutritionniste me dit toujours, Varda, tu devrais consommer beaucoup plus d'antioxydants. Des produits ou des légumes et des fruits, des aliments qui contiennent des antioxydants. Alors, la bonne nouvelle du jour. Voyons donc. On a Ariane ici qui est aussi fan de ce que je comprends. Moi, là, c'est la tire d'érable. Je crois que je suis capable d'en prendre 10. Voilà. Moi, là, j'adore ça. J'y vais pas autant, par contre, moi, j'y vais peut-être 1 à 2 fois par année. C'est tout? Oui, mais... Ah, mais t'aimes pas ça tant que Mais ça. non, mais j'aime ça, oui, mais pas... Non, t'es Pour le reste de la journée off. Exactement. Ah, ça prend 2-3 jours de congé, même chose. Après un petit temps. Mais tu fais quoi le reste de l'année? Parce que c'est là. Il y a des cabanes ouvertes à l'année. Je sais qu'il y a des cabanes. Oui. Mais moi, je fréquente la même depuis 25 ans. Donc, je lui demande de me livrer. Alors, des fois, je reçois... Oui! Oui. Et j'essaie de refaire les recettes chez moi, mais c'est jamais aussi bon que ma cabane. Imaginez le bonheur. C'est ding-dong, qui arrive. Ah, des crèmes. Oh, du sirop. Ah, oh mon Dieu, ça m'émeut. Mais laisse-moi rêver, là. Une diva comme toi, à la cabane à sucre, je veux t'imaginer dans la raide de tracteur. Est-ce que tu le fais? Oui, il faut que tu le fasses. Mais tellement. OK. Je fais tout. Je peux y aller avec toi. Oui, je fais la raide de tracteur. Oui. Puis je vais jouer dans le parc, je glisse et tout. Avec les chevaux et tout, et aller... Au bout de 12 fois, t'as encore autant de plaisir. Et ce, depuis 48 ans. Wow! Ça fait 48 ans que, comme un enfant à Noël, je compte les dodos. Dès que le 1er février, dans le calendrier, je coche, j'attends Noël. 24. L'Association Noël, des producteurs tu de dis? sirop va t'appeler pour C'est sûr. Appelez-moi, s'il vous plaît. Je fais même pas semblant. Mais t'as de la compétition, Danny. T'es pas aussi un fervent du sirop. Ben moi, j'ai quelque chose de très précieux chez moi. Quand j'étais à Tout le monde en parle, Gilles Vigneault m'avait donné une canne de sa cabane à sucre lui-même. C'est le du sirop le plus de Gilles québécois, là. Vigneault. C'est le sirop de Gilles Vigneault. J'ai ça dans un coffre à la banque. J'ose pas l'ouvrir jamais. Il est dans un coffre à la banque, pour vrai? Non. Il est à la maison. mais dessus, c'est écrit « Pour Danny ». Si tu l'ouvres, ça va faire Ouais, c'est ça. Et dans mon armoire, là, à chaque fois qu'il y a du monde chez moi, je dis ouvrez pas la canne de Gilles Vigneault. Quand tu ouvres ça, quelle crêpe mérite ça? Aucune. Il faut vraiment que ce soit une occasion très spéciale pour Je l'ouvrir. la garde, là, je vais peut-être la léguer. Ouais! Pourrait. Tellement. Hey, je capote. Il y a quoi dessus? Je suis curieux. Eh bien, pareil C'est à juste ça. ça, oui. La C'est vraie la canne fameuse classique, canne mais ça vient classique. des érables de Gilles Vigneault. Ben, autre raison de festoyer, on s'en va ailleurs, mais pas tant que ça. Les Sims ont 25 ans, le jeu vidéo Les Sims, ce qui veut dire que ça fait déjà un quart de siècle que des gens jouent à simuler la vraie vie sur leur ordinateur. Qu'est-ce que c'est pour les gens qui n'ont jamais joué aux Sims? Pour ceux qui n'ont jamais joué, en bref, Comme moi. ouais, c'est ça. Donc, moi, les j'ai Sims, c'est vraiment comme un monde parallèle qu'on peut s'inventer. C'est vraiment comme, c'est une simulation. Exemple, quelqu'un qui travaille c'est une infirmière dans la vie. Et là, tout d'un coup, elle veut s'inventer une vie. Ben, elle peut. Elle veut Comme un devenir- trouble bipolaire, finalement. Exactement. Mais tu joues à être Dieu un peu. De quoi? Oui, c'est ça. C'est Dieu, c'est toi qui es Oui, Dieu. bien, en fait, tu contrôles littéralement tout le monde. Exactement. Tu sais, oui, tu as des ordinateurs. Dans le fond, tu peux côtoyer avec les autres Sims. Tu peux t'inventer une vie. Tu peux t'inventer... tu peux faire ta propre maison. C'est toi qui, comme, build... Tu peux créer des chicanes. Oui, tu peux créer... Oui. Tu peux même se battre et tout. Donc, ça, Tu c'est... gères un quartier de C'est ça, petits exactement. êtres humains, tu sais. Je comprends rien. Non, mais j'ai beaucoup joué parce que c'est comme toute une collection. Bon, ça, c'est les Oui, il y a Sims. des packs Moi, j'ai joué et beaucoup à tout. SimCity. Ah, Tu aussi. construisais une ville. C'était tellement le fun. Tu étais le oui. maire de cette ville-là, puis Ça, là, c'est tu le fun. construisais Moi, les j'avais 1 infrastructures. million d'habitants dans ma ville. Parce que j'avais enlevé les catastrophes naturelles. Ah ouais. Ah oui, Fait qu'il n'y avait pas de ça. problème. Tout le monde- à un moment donné, tout le monde est sorti dans la rue pour me rendre hommage. Puis est-ce que c'était la... Comment tu l'avais... Parce qu'on tu donnais un nom à ta ville, là? Danville, je me Danville. OK, vous êtes des fans de... SimCity, Oui, c'était ben vraiment SimCity, le fun. ça fait 25 ans. J'ai commencé... Mais SimCity, j'ai jamais joué, par contre. J'ai joué à J'ai ça au jamais tout joué. début. Puis c'est drôle Ah parce que ouais? les personnages, à un moment donné, tu les mets au monde, tu leur donnes un caractère, tu dis lui, il est pas propre. Ouais, elle, ben c'est ça. elle, C'est elle, vraiment toi qui simule tout. C'est vraiment, Puis là, vraiment des fois, le fun. ils sortent de l'écran puis ils te regardent puis ils font. Faites Mais quoi? il y a aussi différents packs aussi, genre, tu sais, à force de tu sais, ça fait 25 ans que c'est Oui. là maintenant. Il y a des packs aussi qui se sont développés. Exemple, tu peux aussi, il y a des packs mariage, il y a des packs animaux, donc tu peux avoir ton propre chien, ton chat, ton poisson. Il y a des packs de vampires aussi, tu sais. Oui. Il y a des packs que genre tu peux jouer que tu es dans une situation de vampire et tout. Bref, il y en a vraiment Il y en a eu à plusieurs. l'Halloween, une année, je Oui, pense que c'était des Halloween. zombies. Fait que là, tout ton quartier était attaqué par des zombies.
zombie. Là, Ouais, si ben c'est t'ajoutais ça, cette c'est vraiment une extension-là. simulation de tout. là. Moi, je créais des- C'est toi qui choisis, là. C'est ça, Je créais c'est toi des qui couples veux. gays il y a 25 ans. Ces deux gars-là, on s'en allait ensemble, puis je chicanais. Ouais, mais le pire, c'est qu'avant, au début, quand ça a commencé, on pouvait pas avant. Ben, genre, au début, ils voulaient pas que deux gays. Ben voyons donc. Ouais, ils voulaient pas qu'ils Ah, s'embrassent je savais et pas tout. que- Deux femmes, mais là, avec un bug au début, il y a eu, dans le fond, c'était pas voulu, mais on pouvait finalement. Dans le fond, mais de base, c'était À pas cause de censé. moi. Ouais, mais c'est à cause de toi. Mais Monsieur de Turcotte, base, au début, tu pouvais pas embrasser jeu avait un deux biais. hommes. Ouais, donc là, il y a eu un bug, et là, finalement, tu pouvais, mais de base, il était pas censé, parce que c'était pas vu correctement d'embrasser Il y a deux 25 filles, ans. il y a 25 ans. Mais là, aujourd'hui, maintenant, tu peux embrasser tout le monde que tu veux. Tu peux... Même l'option orgie, je pense. hein. Mais tu sais, les jeux de simulateurs comme ça, c'est tellement le fun. Ah c'est oui. apaisant. Farmville de ce Ben monde. oui, Moi, c'est- j'ai déjà eu un gym. Sim Park. Oui, c'est satisfaisant. Là, Ouais. tu fais ta propre monde, tu fais vraiment Ah oui. ton monde que tu as toujours rêvé ou l'inverse, que tu peux créer le chaos, tu peux faire n'importe quoi. Moi, j'avais celui sur les parcs d'attractions. Sim Ça, Park. Oui, ça, c'est Sim Park, fun. comme Moi, tu j'aimais crées ça. tes montagnes russes. Ouais. Puis j'y faisais le plus gros possible. Puis les petits bonhommes vomissent quand ils sortent. Quand je faisais il y avait comme un quartier plein de vomi. Ça, c'est bon. Bref. ça. Ouais, c'est une belle anecdote. Dans quelle sphère de votre vie faites-vous beaucoup de déni? On se commet après la pause pour terminer la semaine. Moi, je Hey, trouve que Sim vous Park. Victor Telfon et moi, Et ta cabane. dans ma cour. En fait, je suis curieux, qu'est-ce qui vous fait faire du déni? Toi, dans la vie, mettons, Ariane? Moi, le déni en ce moment, c'est vraiment, là, c'est le moment des impôts. Donc là, en Ah. ce moment, j'ai la misère à dire, OK, là, assieds-toi, fais tes impôts ou j'ai la misère avec ça en ce moment. Là. C'est ça, c'est... La période des impôts pour Pierre-Yves McSween, c'est son temps des sucres à lui. Ben excité par ça. Danny, toi, c'est quoi? Oh mon Dieu, du déni, on en fait tous constamment. Ben oui. Dans le miroir, pour le vieillissement, pour le ménage dans la maison. La poussière qu'on ne voit pas, hein, on la vrai. voit Ouais. jusqu'à ce que le soleil sorte. Oui. Et que là, tu te rends compte que c'est sale. Toi, t'es un gars propre, toi. Non, je suis propre, mais sérieusement... Désordonné? Hein? Désordonné? Non. OK. Ordonné, mais même si mon nom est Déni. Mais le ménage, des fois, je me néglige un peu, puis ça me frappe en pleine face. Martin? Moi, c'est les petites réparations à faire dans la maison. J'ai tellement... Hey, moi, là, je peux toffer longtemps. Là. Moi, ma sonnette, là, ça fait 12 ans que j'ai ma maison. Elle n'a jamais fonctionné. Au début, je me Elle suis dit, sonne pas? j'avais un chien. Ah, ça va, il va japper quand il va sonner. Après ça, j'ai eu des enfants. Là, les enfants, ils dorment plus, là, c'est correct. Mais là, je me suis racheté un chien. Puis, honnêtement, ça, la toilette, la douche, la porte de la douche, j'ai changé mon lustre dans la cuisine. J'ai eu pendant 5 ans juste l'ampoule stand-by que l'électricien avait mis en attendant que j'achète un autre C'est lustre. vraiment broche à foin. Et paresseux. Est-ce que tu as une liste? Oui, ça s'appelle une femme. Qui me dit c'est quoi la liste. Parce que ma blonde, elle me chicane justement quand c'est les mêmes choses. tu sais. Puis ça fait juste 1 an, mais bon, tu peux attendre encore un peu. Ben oui, quand même. exact. Pourquoi on fait du déni, Marielle, comme ça? C'est de l'évitement? Oui, c'est de l'évitement, mais en fait, ce que vous mentionnez, il y a beaucoup de... C'est plus de la procrastination. Le déni, c'est comme vraiment, tu nies... Écoute, moi, j'ai fait du déni, j'avais un chien en fin de vie qui avait une maladie dégénérative du cœur qui donne exactement les mêmes symptômes que les humains. Ah, mon Dieu. Donc, j'ai été formée en médecine, là, je l'avais devant en face. Ma mère, qui est infirmière, elle me disait, Marie, il s'appelait Bob, ça va pas bien. Je là, non, il va très bien, là. Puis je me choque après ma mère. Je voulais tellement pas le perdre que j'étais incapable de voir les signes de détérioration. C'est comme un mécanisme de défense. Oui, c'est un armure, mécanisme de là. défense, tout ça. Ça peut servir, en quelque part, le déni, pour certains? Non? Ben oui, comme par exemple, ça va souvent quand, mettons, on va dire à quelqu'un, vous avez une maladie incurable, Ouais. il peut être en déni pendant un bout de temps parce que c'est ben trop dur à encaisser d'un coup. Ça ne veut pas dire qu'il va être en déni éternellement. C'est un coussin protecteur. C'est un Oui, coussin c'est ça. protecteur. C'est comme si la fuse émotionnelle saute. Fait que là, il n'y a plus de courant. Mais c'est parce qu'on n'était pas capable de la gérer tout de suite à cette intensité-là. Donc, c'est C'est ça. comme un airbag. Un Ou peu. dans les certains moments de la vie. dans les couples, on ne voit pas les problèmes. Ouais. On fait Aussi. du déni constamment. Tout à fait, parce que c'est intimidant d'être seul. C'est pas non plus ce qui est le plus valorisé socialement. Donc, il y en a beaucoup de couples où il n'y a plus tellement de vie, mais justement, on ne se l'admet pas à nous-mêmes, on ne se l'admet pas entre les deux, parce que
ça fait mal de l'admettre. C'est un peu de l'évitement de la douleur. Tu sais, On est des machines à construire du Des déni. machines. Oui, Comme quand tout le monde en fait. son fils va bientôt quitter la maison, hein? Ça, des fois, on fait du déni. Oh, pardon. ne m'en parle pas. Ne m'en parle pas. Parce Est-ce que que moi, Mais il a quel âge? Mais il a 21 ans. Il a 21 ans. Puis depuis 2 ans, il étudie aux États-Unis. Et cette session, il est à Montréal pour repartir au mois d'août prochain. Puis je fais non, il ne partira pas. Non, ça n'arrivera pas. Puis à chaque année, je me dis la même chose. Je trouve ça dur. Puis les parents qui, comme moi, ceux qui ont des enfants qui étudient à l'étranger, c'est pas... Mais est-ce que tu as peur tu fais du déni par rapport au syndrome du nid vide? Tu as peur de trouver... Oui, un peu le syndrome du nid vide, le syndrome de vivre dans le pays de Trump. Puis après, on va pas retourner là parce que là, je vais faire plus que du déni. Mais oui, j'ai l'impression de perdre quelque chose. Ça va au-delà du syndrome du nid vide. Je peux en parler avec Marie-Ève après. Oui, absolument. Non, mais tu as parlé de Trump, mais ces temps-ci, nous, on se le dit à chaque jour où on fait l'émission. Non, mais est-ce qu'on on se place en déni volontaire? Est-ce que ça ne ferait pas un peu de bien des fois? C'est le déni de l'actualité ou de ce qui se passe? C'est une question super intéressante parce qu'actuellement, je pense qu'avec ce qu'on voit comme montée de l'extrême droite et du fascisme aux États-Unis, les attaques contre la démocratie, je vous dirais d'habitude, oui, il faut vraiment faire attention. Là, je vous dirais, c'est qu'on a aussi une responsabilité civile par rapport à ça. C'est une fine ligne, en fait. Il faut doser notre confort puis notre responsabilité civile de dénoncer. C'est sûr qu'il faut voir que c'est un marathon, fait qu'il ne faut pas se brûler. Fait que prenez des pauses pour vous ressourcer. Ben oui. Il reste juste 46 mois, gang. C'est pas si long, là. On a 2 de Moi, le déni, c'est que la semaine se termine maintenant. Mais on est de retour la semaine prochaine. Anne-Élisabeth Bossé, Pierre Bruno, Martin Petit, Léane Labrèche-Dard et Gino Chouinard. Merci à vous autres. Merci. Et Minou, bon week-end.